Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le lundi 2 juin et à la présentation ce soir, Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Colin Sel, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de notre journal, nous allons parler de la ville du Mans qui rayonne à l'international. Grâce au jumelage entre la ville du Mans et l'Indianapolis, effectif depuis le 23 mai dernier, une collaboration symbolique entre les deux villes qui accueillent l'une des plus prestigieuses courses automobiles du monde. Pour en parler, nous recevons Sophie Moisy, maire adjointe au rayonnement, au jumelage et au patrimoine de la ville du Mans. Et puis dans la suite, Alexandre, de quoi on parle? Nous recevrons le président des DC Awards de la Sarthe, un événement organisé par l'antenne sartoise des dirigeants commerciaux de France. Ça, on voit ça dans la suite, mais avant ça, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce lundi 2 juin, les salariés de Valeo qui signent officiellement la fin de leur contrat. Ce lundi, ils étaient convoqués par la direction pour discuter des différentes modalités de licenciement, mais des salariés expriment leur insatisfaction. Des personnes âgées dans la peau de cyclistes professionnels, l'objectif parcourir 3320 km sur vélo et pédalier d'intérieur. Et puis l'une des voitures de Jean Rondeau, mise à l'honneur ce dimanche, entièrement restaurée. Elle a été présentée en même temps que la sortie d'une nouvelle BD à son effigie. Vous le disiez dans les titres, Alexandre, c'est la fin pour les salariés de Valeo à la Suze-sur-Sarthe. En décembre 2024, l'usine de l'équipementier automobile annonçait la fermeture de son site sartois. Cela représente 250 emplois supprimés. Ce lundi, tous étaient convoqués par la direction pour discuter des modalités de licenciement. Et les salariés ne sont pas satisfaits. Un reportage d'Elisa Crébier et Anaïs Frémont. Pour la plupart d'entre eux, c'est la dernière fois qu'ils mettent les pieds à Valeo. Ce lundi, la direction réunit tous les salariés pour parler de leur licenciement, ou plutôt de leur départ de l'entreprise. Ça fait un petit peu bizarre de recevoir un premier courrier nous indiquant qu'on est licencié pour motif économique et 2 semaines après nous inviter à signer un document comme quoi le motif devient plus rupture à l'amiable. Entre ce qu'on peut lire écrit et comment on vend la chose, c'est flou. Sur 250 employés, 2 tiers sont licenciés à la fin de cette semaine. Le reste sera remercié à la fin du mois de juin. Pour les salariés, la pilule a du mal à passer. C'est tout simplement du foutage de gueule à l'état pur. On nous dit très clairement qu'on va être licencié économiquement et les seuls papiers qu'on nous dit de signer, c'est qu'on est volontaire à être licencié. Pour la majorité de mes collègues qui sont derrière moi, je crois qu'on n'est pas du tout satisfait sur ce genre de truc. Et pourtant, la plupart décident d'accepter la proposition de Valeo. Le plafond est à 70 000 €, plus le légal, donc ça fait quand même une somme pour les gens qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, si vous signez pas ça, vous aurez que le légal. Vous partez en justice, vous savez quand ça commence, vous savez pas quand ça s'arrête. Et les gens, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui avec ça de payer un avocat pendant 2 ans ou... voilà, c'est compliqué quoi. Une cellule de reclassement accompagne les salariés et les aide à se réorienter. Pour le moment, une trentaine d'entre eux ont retrouvé du travail. Allez, il est temps de rejoindre notre invitée Sophie Moisy, maire adjointe au rayonnement, au jumelage et au patrimoine de la ville du Mans pour parler d'un jumelage avec la ville d'Indianapolis. Sophie Moisy, bonsoir. Bonsoir. Alors vendredi 23 mai, la ville du Mans a signé un jumelage avec Indianapolis, une ville aux États-Unis. 2 grands noms du sport automobile entre l'Indianapolis Motor Speedway et le circuit des 24 heures du Mans. Que représente cette collaboration pour la ville du Mans ? Eh bien, c'est une collaboration qui est attendue depuis longtemps, donc on est fiers qu'elle aboutisse. C'est important pour la ville du Mans parce que c'est la mise en valeur de notre excellence en matière de sport automobile à l'international, puisque la course d'Indianapolis est aussi connue et l'une des courses les plus importantes au monde avec la nôtre, donc c'est important qu'on ait pu se mettre en lien officiellement. Est-ce qu'on peut parler d'une étape majeure pour le rayonnement international de la ville du Mans, en quelque sorte ? Bien sûr, le Mans est connu. Je ne peux pas dire que ça permet de connaître plus le Mans, puisque partout où je vais, le Mans est une ville connue vraiment, mais dans tous les pays. Je pense que la course des 24 heures du Mans est vraiment quelque chose de très réputé, à la fois pour les passionnés, mais aussi pour le grand public. Là, ça nous permet d'aller plus loin, parce que ça permet de montrer que voilà, le Mans compte dans tout ce qui est le domaine du sport automobile, mais pas que. Et donc, on va pouvoir, grâce à cette entrée, faire connaître notre ville.
Alors le processus, c'est la concrétisation d'un processus qui a pris beaucoup de temps, surtout pour la ville du Mans depuis 2018. 7 ans pour l'effectivité de cette collaboration, était-il nécessaire ? Eh bien, parfois, oui, il faut trouver les bonnes personnes, les bons contacts. Donc, en 2018, une délégation mancelle accompagnée de la région des Pays de la Loire s'était déplacée à Indianapolis pour justement voir la course des 500 miles. De là, on se sont noués des contacts que j'ai pu reprendre en 2020. Et puis ensuite, c'est surtout grâce à une personne qui y croyait aussi aux États-Unis, qu'on a pu avancer. Donc, Martine Bayer, qui est vraiment l'artisan discret, j'ai envie de dire, de ce jumelage, parce qu'il n'est ni à la ville d'Indianapolis, ni un grand engagé dans le sport automobile. En tout cas, il est passionné et il croyait vraiment à cette amitié parce que pour lui, c'est comme je pense, c'est primordial que nos villes soient en lien. Donc, il a été l'artisan et aujourd'hui, la ville d'Indianapolis a compris son intérêt aussi à se jumeler avec Le Mans. Donc c'est un jumelage qui s'est fait en l'occurrence le 23 mai avec le maire de la ville américaine, Joe Hogsett, c'est ça? Tout à fait. Et du côté du circuit, que rapporte concrètement ce jumelage? Comment ça va se dérouler, ce partenariat en quelque sorte? Eh bien, on espère que le partenariat qui existe déjà, puisque bien sûr le circuit des 24 heures du Mans est déjà en lien avec beaucoup de circuits automobiles dans le monde, y compris celui d'Indianapolis. On le sait d'ailleurs que dans le futur musée, une partie va être dédiée aux courses américaines, donc on sait bien que le lien est déjà existant. On espère que ce lien va grandir autour du circuit, parce qu'il y a aussi des commissaires qui sont bénévoles. Il y en a aussi à Indianapolis, donc des liens peuvent se créer. La ville d'Indianapolis organise également une parade des pilotes, donc on n'est pas les seuls à le faire. On peut imaginer que des liens puissent aussi se créer. Et puis l'organisation autour de l'événement, parce qu'organiser un événement comme celui des 24 heures du Mans ou comme les 500 miles, ça nécessite beaucoup d'engagement de la part des collectivités, des acteurs économiques, mais aussi des habitants. Et je pense que Le Mans n'a pas à rougir dans son organisation, donc peut-être que nous aurons à apprendre de maintenant nos amis américains, mais peut-être ils pourront aussi apprendre de nous, puisque j'ai trouvé que voilà, cette organisation de 300 000 personnes qui sont accueillies sur 2 jours pour Le Mans et une journée sur Indianapolis nécessite vraiment une coordination exemplaire. Et nos deux villes, au niveau du flux justement de passage, les transports peut-être mis en place, comment ça se... Voilà, de comprendre effectivement entre les deux villes comment cela se déroule et peut-être s'en inspirer au fur et à mesure des éditions. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qui nous a été évoqué par nos partenaires américains, puisque contrairement au Mans, ils n'ont pas de tramway qui arrive au pied du circuit, ils n'ont pas des navettes organisées comme nous pouvons en avoir, et surtout des relais parking. L'Amérique est beaucoup plus libre, donc on peut se garer un peu n'importe où. Et c'est vrai qu'ils ont énormément de difficultés à la fois à faire entrer le public sur le circuit et à le faire sortir, ce qui n'est pas le cas au Mans. Et je pense que c'est une des pistes que l'on va pouvoir travailler quand ils viendront dans 15 jours. Alors des intérêts pour donc, ces deux prestigieuses courses internationales, mais aussi d'autres aspects culturels, économiques, peut-être pour la ville du Mans, pour Indianapolis, mais pour la ville du Mans en l'occurrence. Tout à fait. Nous avons découvert que la ville d'Indianapolis avait le plus grand musée au monde pour les enfants. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert en étant sur place. Donc on imagine qu'on va pouvoir créer des liens avec nos musées. On a aussi un lycée Manceau qui est déjà en lien avec un lycée d'Indianapolis. On a le lycée Saint-Charles, hein, c'est ça, le lycée Sainte-Croix-Saint-Charles, tout à fait. Et on a également l'envie que nos universités se mettent en lien. Et on a bien sûr vendu les excellences mancelles qui ne sont pas que le sport automobile, l'acoustique bien sûr, et puis aussi l'hydrogène qui est cher au maire du Mans. Alors justement, en parlant du lycée et ce partenariat mis en place aussi avec le lycée à Indianapolis, Cathedral High School. Donc il y a l'administration Trump qui a ordonné fin mai dernier aux ambassades américaines de suspendre des entretiens pour les étrangers demandant un visa pour étudier aux USA. Ce partenariat pour les élèves ou étudiants ne risque-t-il pas de compromettre justement cette... Alors c'est quelque chose qu'on va découvrir à l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que Le Mans restera en tout cas une terre d'accueil pour ces étudiants américains. J'espère que l'Université du Mans pourra, elle, accueillir des étudiants américains s'ils le souhaitent. Et j'espère aussi que nos élèves et étudiants manceaux auront la possibilité de se rendre sur le territoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire au niveau de la ville, c'est qu'eux ont cette envie réelle de partenariat et ils ont même envie de le créer dès le plus jeune âge. Donc on est en train d'imaginer peut-être, en lien avec ma collègue en charge de l'éducation, un travail à mener avec nos écoles. Pourquoi pas en visio pour découvrir la langue française et aussi la langue anglaise. Merci Sophie Moisy, maire adjointe au rayonnement, au jumelage et au patrimoine de la ville du Mans d'être venue sur notre plateau.
On reste dans le secteur de l'automobile. On a beaucoup parlé d'Indianapolis. On reste dans le secteur de l'automobile en parlant d'une légende avec de la passion et des souvenirs à l'abbaye royale de l'Épau. Tout à fait, Colin. Ce dimanche, Jean Rondeau était mis à l'honneur. Le Sarthois est rentré dans l'histoire en 1980 en voiture de sa propre conception. Pour célébrer cette histoire, l'une de ses voitures, la M382, entièrement restaurée, a été présentée en même temps que la sortie d'une bande dessinée retraçant son aventure. Retour sur un après-midi où histoire et 9e art se sont entremêlés dans ce reportage d'Anthony Piton. Au cœur de l'abbaye de l'Épau, une légende renaît. Jean Rondeau, unique pilote constructeur victorieux des 24 heures du Mans, est célébré à travers une bande dessinée dédiée à son exploit et la restauration de sa M382. Ce qu'il a insufflé, c'est la motivation. Nous, on avait la passion d'automobile, mais Jean Rondeau a su fédérer autour de lui des personnes dont on faisait bien sûr tous partie pour se dire rien n'est jamais impossible, puisque effectivement on démarre avec Jean Rondeau en 1976, c'est nos premières courses, première 24 heures du Mans en 1976, et on a réussi le pari de gagner les 24 heures du Mans en 1980. Super époque, hein. Avoir gagné le Mans en tant que constructeur et pilote, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Pour nous, Sarthois, c'était formidable, quoi. 45 ans après sa dernière course, la voiture restaurée par des anciens de l'équipe d'origine est prête à reprendre la piste lors du prochain Le Mans Classique. C'est pas un aboutissement, c'est une étape. Nous avions décidé de restaurer cette voiture pour Le Mans Classique, mais nous comptons aussi prolonger le plaisir et faire revivre cette voiture dans d'autres événements. On n'a pas encore décidé lesquels. On est très occupé avec Le Mans Classique et la restauration de la voiture. Mais dès la fin de cette épreuve, on planchera sur l'avenir de cette voiture. Une aventure humaine et mécanique qui renaît aussi dans une bande dessinée qui retrace le parcours de Jean Rondeau. Un hommage en images signé Christian Papazoglakis. Ce qui nous a donné envie de raconter cette histoire-ci, c'était surtout la forte implication des personnages, l'histoire émotionnelle de ce groupe d'amis qui arrive à déplacer des montagnes en suivant un leader qui arrive à les motiver, à s'entourer. Et il y a quelque chose de très humain dans leur épopée qui les mène jusqu'à la victoire. Une édition spéciale de cette bande dessinée est disponible à la librairie Bulle. Une façon de rendre hommage à l'un des plus grands héros du Mans. Et prochainement sur LMTV Sarthe, vous pourrez retrouver en intégralité cette nouvelle rencontre autour de l'épopée avec Jean Rondeau. Et en attendant le départ de Le Mans Classique ou même des 24 heures, la billetterie d'une autre course au Mans va ouvrir cette semaine. Il s'agit des places du GP Explorer 3 qui seront disponibles ce mercredi à partir de 21h. Et il va falloir être réactif en 2023. Les 60 000 places s'étaient arrachées en à peine 30 minutes. Pour la 3e et dernière édition, la course de Formule 4 organisée par le youtubeur Squeezie se déroulera sur 3 jours, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025 sur le circuit Bugatti. Les tarifs sont déjà annoncés, 29 € pour la soirée du vendredi, 69 € pour l'accès au village et aux animations et 85 € pour avoir une place en tribune. 200 000 spectateurs sont attendus sur le week-end pour assister aux performances des 12 équipes à la manœuvre. Allez, on passe des 4 roues aux 2 roues, des personnes âgées qui se comparent aux champions du Tour de France. Un projet national, les éclaireurs du Tour, l'initiative d'AG2R La Mondiale, le sponsor d'une équipe professionnelle. Le but, faire parcourir collectivement à des seniors 3320 km sur vélo et pédalier intérieur. Et cela a plusieurs vertus, lesquelles? Réponse dans ce reportage d'Anaïs Frémont et Colin Ancel. À 3, vous comptez avec moi, 2, 1, c'est parti! Chaque coup de pédale a son importance. Ces seniors de l'EHPAD Joliot-Curie du Mans sont des éclaireurs du Tour. Le but de ce projet caritatif, réaliser les 3320 km du Tour de France avant le 4 juillet, veille du départ du peloton professionnel. J'ai trouvé cette initiative vraiment formidable, d'amener le cyclisme et des outils de cyclisme pour aider les résidents d'EHPAD à faire de l'activité physique. Donc si ça peut inciter de manière durable à faire de l'activité physique avec des ustensiles comme les home trainers, je crois que c'est vraiment très très bien pour eux.
Une activité physique encouragée sur des home trainers que garderont les EHPAD après ce défi. Et certains résidents n'avaient plus pratiqué cette activité depuis un bon moment. Ah bah oui, ça faisait bien 20 ans, hein, ou même peut-être plus maintenant. Je rentrais chez moi du travail à vélo hein, pendant 4 ans. 65 EHPAD mobilisés, 4 dans la Sarthe pour atteindre cette distance. Mais pas question de se tuer à la tâche. Je vais aller jusqu'à 2000 et après je vais laisser la place. Hein. Les résidents sont aussi aidés par leurs familles, leurs proches, des écoles ou encore le personnel. Et même ceux qui ne peuvent plus faire de vélo d'intérieur participent avec ces pédaliers. Ça fait du bien. Au départ, j'étais pas chaud pour faire ça. Puis, comme moi j'ai fait du vélo, comme moi j'aimais le Tour de France, eh ben, ça m'a engagé à le faire. Et je ne peux pas le faire sur le vélo parce que j'ai des problèmes de... Mais avec ça, c'est... Chaque kilomètre parcouru rapporte 20 centimes. Tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Mancel à Bicyclette. Des parquets, du vélo plutôt au parquet avec la fin de saison pour le MSB à Monaco. Vainqueur vendredi d'1 point contre Monaco dans le match retour des quarts de finale de play-off. Cette fois, les Manceaux se sont inclinés à la belle ce dimanche sur le Rocher. Fin de saison pour les tangos, reportage de Colin Ancel. À Monaco, Le Mans est tombé sur un roc sous les yeux de son Altesse Sérénissime et contre le finaliste de l'Euroleague, meilleure compétition européenne. Certes, la Roca Team a fait valoir son rang, mais non sans mal. Ah ouais, je les déteste. Ils nous ont cassé les pieds pendant toute la saison. Ils les ont mérités, mais ils nous ont pris 2 trophées. Et chapeau à eux, ils ont fait une très très bonne saison. Félicitations à leur coach. Gros respect à l'équipe du MSB pour leur parcours sur l'ensemble de la saison. Une équipe qui nous a poussé plus que dans nos retranchements à chaque fois. Bravo au staff, aux coachs et aux joueurs pour leur combativité et leur niveau. Parce que pendant une mi-temps, Le Mans rivalise et fait douter le double champion de France en titre. Début de 3e quart, le MSB perd pied, mais inspire le respect. Quelle série et quelle saison pour vous. Vous pouvez être fiers de vos efforts, de votre jeu d'équipe et de votre culture. Mais s'il vous plaît, calmez-vous contre nous la saison prochaine. Cette saison, Le Mans a remporté 4 des 7 rencontres contre l'un des favoris au titre. Pour Guillaume Vizade et ses joueurs, c'est une fin d'exercice, avec une sortie par la grande porte. Une conférence sur les fake news à retrouver ce mardi. Le thème exact, comment résister aux fake news, le titre du livre du journaliste spécialiste des fake news et des théories complotistes Thomas Huchon, présent lors de cette conférence en compagnie de William Foss de Fréquence Sillé, un événement organisé par le Club de la Presse mardi 3 juin à partir de 19h30 à la brasserie 72 au Mans. C'est ouvert gratuitement au public. Juste avant, les 2 animateurs de cette table ronde sont invités sur notre plateau le temps de notre journal. Une interview à retrouver sur LMTV Sarthe dès ce mardi à 18h30. C'est la fin de ce journal. On vous retrouve, Alexandre, dans quelques instants avec Jérôme Chapas, président de l'Association des dirigeants commerciaux de France, en tout cas pour l'antenne de la Sarthe. Le but de parler d'un concours à destination des entreprises sartoises, c'est juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront plutôt calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, le ciel restera globalement bien dégagé. Côté température, encore de la douceur, des températures qui évoluent entre 17 et 19 degrés. Comptez 17 degrés du côté de Mamers ou encore du côté de Laval, 18 degrés pour Alençon, pour Montval-sur-Loire ou encore pour la Ferté-Bernard, 1 degré de plus au Mans ou encore du côté de Pont-Valin. Pour la journée de mardi au petit matin, un ciel assez variable avec encore de nombreux nuages, de temps en temps quand même quelques rayons de soleil sous forme d'éclaircies. Côté température, elles évoluent au lever du jour entre 10 et 12 degrés seront les températures minimales, ça veut dire qu'on n'aura pas en dessous de ces valeurs. 10 degrés du côté de Tours ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe, 11 degrés au Mans. Pour Vendôme ou encore du côté de Blois, même chose à Angers, 12
degrés pour Laval ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, des conditions météo qui resteront plutôt agréables avec toujours ce temps calme et sec sur l'ensemble de notre département avec, vous le voyez, de belles éclaircies à certains moments comme quelques petits passages nuageux. Les températures qui, elles, seront plutôt estivales, comprises entre 22 et 24 degrés. On sera toujours au-dessus des normales de saison avec 22 degrés du côté d'Alençon ou encore à Mamers, 23 degrés au Mans, 24 degrés à Vendôme ou encore du côté de Blois. Mercredi, des nuages un petit peu plus nombreux, ce sera un peu plus compliqué de voir les rayons du soleil. Les petites baisses des températures entre 20 et 21 degrés. Et pour la journée de jeudi, vous voyez, on pourrait retrouver quelques averses, mais bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce début de semaine, la qualité de l'air est moyenne sur l'ensemble des pays de la Loire. L'ozone reste le polluant majoritaire. Il provient principalement de l'océan et est apporté dans la région par le vent d'ouest. Ce mardi 3 juin, la situation va se maintenir avec un renforcement du vent et un temps très nuageux à pluvieux en fin de journée. À presque 70 ans d'existence, l'antenne sartoise de l'Association des dirigeants commerciaux de France va réaliser son premier concours. Pour en parler dans Au Quotidien la suite, nous recevons le président des DCF de la Sarthe, Jérôme Chapaz. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Alexandre. Le réseau d'entrepreneurs et d'experts de la fonction commerciale regroupe plus de 2500 adhérents au niveau national, répartis au sein de 80 associations locales, 45 adhérents en Sarthe. Quel est l'intérêt de ces adhésions pour les entrepreneurs ? Ils ont un intérêt de partage déjà, parce qu'on a besoin de partager dans la fonction commerciale. On la valorise, cette fonction commerciale, et ça permet d'avoir des échanges, de pouvoir anticiper et valoriser cette fonction commerciale pour l'accompagner dans la transformation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne vend plus comme on vendait hier. Hein. J'ai quelques années d'expérience et hier, on vendait différemment. Avant, on vendait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, on produit ce qu'on vend, ce qui est différent. Donc, on partage et puis ça nous permet d'avancer dans la fonction commerciale qui a des grands changements, comme vous le savez, puisqu'on y voit maintenant des nouvelles technologies qui apparaissent, entre autres l'IA, et donc il faut savoir évoluer dans la fonction commerciale. Alors justement, c'est aussi l'occasion de faire cette transition en parlant d'évolution sur l'antenne sartoise qui réalise un concours cette fois-ci, en partenariat avec donc la CCI Le Mans Sarthe et notre antenne aussi LMTV Sarthe. Exactement. Le DCF Awards en Sarthe, il se déroulera donc le 1er juillet et il est toujours possible de déposer sa candidature jusqu'au 30 juin prochain. Quel est le but de ce concours, Jérôme Chapaz ? Le but de ce concours, il est multiple. Il y a déjà un but de visibilité des entreprises qui vont venir concourir, puisqu'on aura une visibilité certes locale, et régionale, voire nationale, si les entreprises sont, entre parenthèses, retenues. Nous avons quatre filières. Nous avons les TPE, PME, les entreprises sociales et solidaires, les start-up et les ETI. Les ETI en Sarthe, on ne va pas trop en parler, mais voici les 4 catégories qui concourent dans ce concours, c'est le cas de le dire. Et donc, ils vont avoir une visibilité voire nationale. Vous constatez là parmi les différentes catégories donc mentionnées, vous avez donc mentionné ETI, donc les établissements de taille intermédiaire, les entreprises de taille intermédiaire, autant pour moi. Les autres catégories, donc vous avez combien d'inscrits pour le moment? Comment ça se déroule? Alors, on a environ une dizaine d'inscrits dans 2 catégories. On manque encore d'inscrits dans l'ESS, les entreprises solidaires et sociales, mais peut-être que ça déclenchera des envies de nous rejoindre ce soir. Alors, la composition du jury se déroulera le 1er juillet prochain. Tout à fait. Combien de membres du jury pour ce concours en Sarthe? Il y aura, je pense, 6 membres de jury. Alors, nous avons souhaité tout particulièrement d'avoir une parité entre des membres DCF et des membres non DCF, puis pour avoir une transparence complète sur les résultats. Donc, il y a une fiche de cotation, hein, de notation, avec une grille très précise. Et puis, nous débattrons des entreprises ce jour-là. Et puis, on donnera donc le résultat des premiers de chaque catégorie à l'issue de ce
de ce jury le 1er juillet. Donc là, c'est sur l'échelle locale. Est-ce que ça a pour but de poursuivre à l'échelle nationale sans passer par le régional? C'est bien cela? Il n'y aura pas de régional, il n'y a pas de régional. Les dossiers des gagnants, puisque il y a des gagnants, sera remonté au national directement derrière. Et puis il y aura un jury à nouveau national qui se déroulera au mois de novembre et avec une remise de prix au mois de janvier 2026 dans un lieu prestigieux. Donc je l'espère fortement que les Sartois seront représentés ce jour-là. Une idée du coup, donc quel sera le prix que gagneront les nominés? Un des prix, et vous faites bien de l'aborder, un des prix, c'est une exposition dans le secteur concerné, la Sarthe, donc au niveau affichage publicitaire, on va dire, voilà, c'est ça. Et donc, quand on connaît le coût, c'est assez important, un affichage d'une semaine sur la Sarthe pour les entreprises retenues. Donc pour vous inscrire, il est toujours possible jusqu'au 30 juin prochain. Vous vous rendez donc sur réseau-dcf.fr/awards. Sinon, vous pouvez aussi scanner le QR code qui est sur votre écran, sur l'affiche en bas, et vous pouvez directement accéder à cette page pour déposer votre candidature. Merci Jérôme Chapaz, président des DCF de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Juste à noter que nous aurons la remise de prix qui se fera en Sarthe le mois de septembre. Le 25 septembre, avec un invité prestigieux qui est le cofondateur d'Eden Park, Éric Blanc, qui sera là et qui viendra nous parler de son expérience justement de développement d'entreprise. Eden Park est une marque de textile, c'est ça, de vêtements? Tout à fait, une marque prestigieuse de textile. D'accord. Merci Jérôme Chapaz. Merci Alexandre. Tout de suite, c'est 72 Sports présenté par Antoine Besson. Au programme, le point sur le dernier match du MSB contre Monaco, en compagnie de Romain Quette, correspondant sportif. Un point sur le cyclisme aussi avec le Grand Prix de la ville du Mans. Et puis retour sur une course de Gravel à Saint-Michel-de-Chaveigne qui s'est déroulée ce dimanche 1er juin. Je vous souhaite une bonne soirée sur LMTV Sarthe. On se retrouve demain 18h30. Au revoir.